Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouveau méta make-up. Aujourd'hui on va parler de plein de sujets intéressants pendant que je tartine mon visage. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai binge-watchée depuis cet été, qui n'est autre que Game of Thrones. Je l'avais jamais vue et on l'a regardé avec mon mec, lui il l'avait déjà vu quand c'était sorti. Et en fait, ça a été une obsession là, c'est-à-dire que je suis plus allée au cinéma, j'ai plus regardé de films, je n'ai fait que regarder GOT. Help me. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous introduire aujourd'hui chaleureusement le sponsor de cette vidéo. Oui, c'est la première fois de l'histoire de ma chaîne YouTube que je sors une vidéo sponsorisée. Et l'heureux élu est Nextory. C'est une appli de livre audio qui m'a contactée il y a quelques mois et le truc qui est ouf, c'était que moi j'étais du coup en train de binge-watcher Game of Thrones à ce moment-là et je consulte leur catalogue de sélection de livres audio et je tombe sur un livre audio intitulé Game of Thrones and Philosophy. Du coup, j'ai commencé à écouter ce bouquin sur Game of Thrones et la philo que j'ai pas terminé parce qu'entre temps, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, donc j'ai commencé plein de trucs. Mais ça avait l'air super déjà, Game of Thrones et la philosophie, je vais le reprendre. Et en fait, j'étais étonnée de la sélection sur Nextory parce que il y a autant des grands classiques. Par exemple, moi j'ai mis le portrait de Dorian Gray dans mes faves, je ne l'ai jamais lu. Que des trucs super contemporains, notamment cet ouvrage de Manon Garcia dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et TikTok qui s'intitule Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, qui est vachement bien, j'en ai déjà fait l'éloge plein de fois et du coup j'étais hyper surprise de le retrouver sur l'appli quoi, c'est trop cool. Ce qui est chouette c'est que y a vraiment de tout pour tout le monde. T'as plein de catégories différentes, alors il y a polar et thriller, biographie, développement personnel, jeunesse, histoire vraie, suspense, mais il y a aussi sciences sociales, philosophie, savoir et culture, tout ça. Du coup, moi dans ma bibliothèque, j'ai mis plein de bouquins divers et variés, notamment un livre qui s'appelle Girl de Edna O'Brien, qui est une autrice irlandaise, et je l'ai mis dans mes favoris en anglais et en français pour pouvoir un petit peu faire le différentiel. Non mais parce que je me suis dit c'est trop cool de pouvoir écouter des livres dans leur langue d'origine, donc là l'anglais, mais dit par une anglaise. Je sais pas, ça me rappelle l'année où j'ai vécu à Londres. J'aime bien la DA. J'ai aussi mis dans mes favoris Nous sommes toutes des féministes parce que je ne l'ai jamais lu. Et c'est hyper agréable en fait. Moi j'avais jamais vraiment écouté des livres audio auparavant. Et je trouve que c'est un usage très complémentaire de la lecture classique avec des bouquins. Moi je le fais beaucoup dans les transports en commun, dans le RER et tout, parce que je les emprunte comme tout le monde aux heures de pointe. Et donc t'es vraiment serré avec les gens. Moi je trouve ça galère de sortir son bouquin quand t'es pas assise et tout. Et donc c'est trop chouette parce que grâce à ça, ça me permet quand même d'avancer dans mes lectures en fait. Et c'est un usage vraiment complémentaire. Même quand je cuisine et tout, j'aime trop écouter un chapitre d'un livre audio. Ce qui est super aussi, c'est ce petit cadeau de Noël que nous vous faisons avec Nextory parce que vous avez l'opportunité d'essayer l'application gratuitement pendant 45 jours si vous vous inscrivez dans le lien qui est dans la bio évidemment. Donc merci beaucoup à Nextory de sponsoriser cette vidéo, je suis trop contente. J'ai hâte de lire ma petite sélection. Vous m'en direz des nouvelles et on passe tout de suite à la suite. Cette série, j'ai envie de vous en parler parce que ça m'a fait penser à plein de choses, mais aussi parce que ça m'a fait un peu reconsidérer ce lien d'obsession qu'on peut avoir à des objets de la pop culture. Moi, j'ai toujours été une gamine qui a été très fan de Harry Potter, de Hunger Games, enfin j'avais vraiment cette appétence, voire cette petite obsession pour les acteurs, pour les univers fantastiques, etc. C'est quelque chose qui a vraiment bercé toute mon enfance jusqu'au début de mon adolescence en réalité. Et regardez GOT, ça m'a un peu reconnecté à cet état-là. Et en fait c'était assez intéressant et c'est un peu tout le fil rouge de cette discussion que j'ai envie d'entamer avec vous aujourd'hui. Parce que ça faisait écho à cette actualité de la sortie du film Wicked 2 avec Ariana Grande, etc. Et notre rapport aux célébrités, puisqu'il y a eu toutes les polémiques autour de la maigreur des actrices, de est-ce qu'on peut commenter le corps des femmes, même si c'est une maigreur inquiétante, etc.
Et ça m'a fait vachement réfléchir à notre lien non seulement aux objets de pop culture, à la fan culture qui a sans cesse et sans cesse été dévalorisée, notamment dans le champ des études, le champ universitaire, des sciences sociales, etc. Mais aussi c'est vrai d'un rapport aux célébrités qui est, je trouve aujourd'hui, hyper étrange et hyper ambivalent. Dans une société post-Amy Winehouse quelque part. Plein de choses à dire, plein de choses à évoquer ensemble aujourd'hui. C'est parti et on commence par mettre un sérum. Game of Thrones, ça pouvait que être un banger pour moi parce qu'en fait, c'est une série qui est archi philosophique, qui pose des questions de philosophie. Et ce que j'adore dans cette série, et ce qui m'a tout de suite rendu vraiment accro, c'est le fait que ça ne donne aucune réponse. GOT ne va pas te fournir de réponses clés en main. Ça pose un peu la question. Enfin, la série commence, et d'ailleurs, il y aura sûrement des spoilers, donc ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être faites gaffe. Mais la série débute quand même à un moment où le roi est assassiné, et voilà, il va falloir trouver un nouveau souverain. Et donc, la série pose toute la question de qu'est-ce qui fait un bon souverain, quelle est la qualité qu'il faut pour bien, rule a country, et chaque personnage détient une autre qualité nécessaire et du coup bah voilà, on va être plus dans une philosophie utilitariste chez les Lannister alors qu'on est vraiment dans une philosophie très kantienne quand on est du côté des Stark, etc. Bref. La série, elle questionne vachement du coup toute la philosophie morale, mais elle ne tranche jamais et c'est ça qui est hyper fort. Elle ne nous aiguille pas du tout. C'est pour ça que l'expérience de spectatrice quand on regarde Game of Thrones, elle est hyper dérangeante. C'est parce qu'on sait pas quoi penser. On s'attache à des personnages qui finalement s'avèrent être des gros connards, et les connards originels s'avèrent être des gens plutôt pas si mauvais. Donc on est complètement désorienté, et il y a plein de philosophes, plein de chercheurs qui ont utilisé GOT pour justement fournir une analyse politique de la série, de la société, parce que la série elle dit aussi quelque chose de la société qui l'a produite, en fait l'obsession autour de la notion d'émancipation, mais aussi l'obsession du retournement du stigmate avec des personnages qui sont entravés, des personnages qui sont en situation de handicap, des personnages féminins, toute la question du féminisme sur laquelle je vais revenir, et qui finalement quelque part vont se libérer, vont s'avérer être les vrais figures phares de la série, etc. Ça en dit long sur vraiment, je trouve, le 21e siècle quelque part. Pour toutes ces raisons, c'est une série qui m'a énormément plu. Et pour toutes ces raisons aussi, j'ai envie de lui dédier une vraie vidéo essai dans laquelle vraiment j'analyse un peu justement toutes les questions philosophiques qui sont en jeu dans la série, et aussi en profondeur la question du féminisme de cette série, que je vais quand même aborder un petit peu dans cette discussion, mais que j'aimerais vraiment approfondir plus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait une vidéo entière sur Game of Thrones. Je sais que j'arrive littéralement 10 ans après la bataille, donc peut-être que finalement ça vous a saoulé depuis, pour ceux et celles qui l'ont vu. En attendant, ce dont j'avais vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est plutôt de pourquoi est-ce que ça m'a fait cheminer justement sur toutes ces questions de fan culture, de rapport aux célébrités, ces rapports d'ambivalence et tout. Et d'abord, c'est parce que c'est une série où j'ai toujours plein d'ambivalence dans ma tête vis-à-vis de Game of Thrones. J'ai terminé il y a à peu près un mois et j'ai pas encore tranché, notamment sur cette question du féminisme. C'est très compliqué. À la fois, cette série met en avant des personnages féminins ultra forts, assez inédits dans le paysage des séries, très inspirants, très complets, très différents les uns des autres, très ambivalents également. Et à la fois, la série fait un usage répété de la violence des femmes, des etc. On les voit beaucoup à l'écran, de la nudité des femmes aussi, et ça a été beaucoup décrié par la critique féministe. Les critiques féministes ont beaucoup parlé justement de l'usage des violences sexistes et sexuelles dans cette série comme étant simplement une forme de shock value, ce qui veut simplement dire d'aller cueillir l'œil du spectateur plus que de la spectatrice, en lui montrant des corps dénudés, en sexualisant beaucoup les femmes, en montrant vraiment des visions fantasmées aussi des etc. et en ne re-questionnant jamais cette pratique-là. Ça, je suis hyper d'accord avec ces critiques-là. Je trouve, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant l'usage des dans la série, puisque, et ça c'est quelque chose que George Martin a répété aussi, qui est l'écrivain des livres Game of Thrones. En fait, dans n'importe quelle guerre
les violences sexistes et sexuelles sont un levier en fait de pouvoir pour pouvoir accéder justement au trône, pour pouvoir décimer des populations, etc. Donc c'est une réalité politique évidemment. Le problème, c'est que les scénaristes de Game of Thrones ne font rien de ces violences sexistes et sexuelles. Par exemple, Sansa, qui est quand même violée à répétition, on comprend qu'elle est complètement traumatisée, mais on comprend pas complètement ce que ça veut dire dans sa réalité, dans sa vérité à elle. C'est quelque chose voilà qui n'est pas du tout explicité. Du jour au lendemain, elle cesse d'avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle, ce qui pourrait être intéressant si c'était commenté. Si sa réponse à ce traumatisme est de s'en défaire totalement, de ne plus jamais vouloir affaire à une forme d'intimité avec des hommes, eh bien, très intéressant, mais creusons cette question. Elle est tout simplement occultée en réalité. Et du coup, pour moi, c'est dans plein de personnages, hein, par exemple Cersei aussi, qui se fait quand même par Jaime à côté, spoiler, de la tombe de son fils. C'est quand même une scène super ambiguë qui commence par un rapport non consenti et finalement c'est un petit peu tourné de telle sorte à ce qu'on comprenne que c'est à peu près consenti, mais enfin c'est très bizarre. En tout cas ça démarre par une agression sexuelle pour sûr. Finalement ce truc arrive dans la vie de Cersei et on n'en reparle plus jamais. Et ça aurait été pourquoi pas intéressant de montrer que la femme la plus puissante et la plus intransigeante du royaume qu'est Cersei, elle aussi est victime finalement d'abus de la part de son propre frère qui est censé être l'homme qui l'aime et qui est prêt à tout pour elle, etc., etc. Ça pourrait être un discours intéressant, mais puisque ça n'est plus jamais abordé dans la suite, pour moi c'est typiquement le genre de scène qui sert juste de shock value, qui sert juste à choquer le spectateur et à générer une espèce de, je sais pas, de désir un peu pervers dans l'œil du spectateur, mais également un truc qui continue d'accrocher le côté sulfureux de la série, quoi. Et donc, en ce sens-là, c'est anti-féministe. Il y a plein d'autres personnages féminins qui n'existent que dans ce sens-là, hein. Évidemment, la fille de Baratheon qui n'est là que pour se faire sacrifier, la prostituée que Baelish offre à Joffrey pour qu'il la tue, enfin bon, c'est quelque chose c'est quand même un procédé qui est récurrent dans cette série. Par ailleurs, un truc qui est au contraire très intéressant dans cette série, c'est par quels moyens et par quel biais les personnages féminins vont arriver au pouvoir ou vont s'émanciper ou s'empouvoirer d'une certaine manière. En fait, on voit certains personnages féminins accéder au pouvoir par des moyens plutôt typiquement masculins. La force, la violence, c'est évidemment le cas de Arya, de Brienne de Tarth, de Daenerys aussi quelque part, qui deviennent des guerrières ou bien des chevalières aguerries. Mais il y a aussi d'autres femmes qui parviennent à s'empouvoirer au pouvoir, etc. par des biais plutôt traditionnellement typiquement féminins. C'est évidemment le cas de Sansa, puisque Sansa finalement elle va tirer parti de ces différents mariages, elle va devenir très fine stratège politique et militaire aussi en écoutant les discussions de ces différents maris, etc. C'est évidemment le cas de Mélisandre, la sorcière, puisque Mélisandre, littéralement, elle utilise l'apparence d'une jeune femme pour pouvoir parvenir à ses fins. Et je trouve que c'est super intéressant le discours que ça porte justement sur le pouvoir de séduction, le pouvoir de la beauté, le pouvoir de séduction, de la sexualité, qui serait un moyen tout autant légitime que la violence, le moyen traditionnellement masculin pour accéder au pouvoir en fait. Cersei aussi est très liée à un mode d'action typiquement féminin parce qu'elle est associée à cette idée d'amour maternel qui en fait finalement une femme très violente, une forme d'araignée prête à tout pour sauver ses petits, même au pire crime. Mais ce qui est complètement dommage, et c'est là où du coup Game of Thrones rate toute la vocation féministe que cette série aurait pu avoir, c'est que dans la saison 8, qui est vraiment nulle à chiax, et ben tous les personnages féminins doivent passer justement par la violence physique pour pouvoir finalement exister. On voit que la petite là, qui est la petite du Nord, je me rappelle plus son prénom, elle meurt parce qu'elle veut être courageuse et combattre, alors que c'est littéralement une enfant, ça n'a aucun sens. On vient héroïser cette espèce de forme de bravoure, comme si le passage à la violence physique validait ces personnages féminins.
et leur octroyer une forme d'héroïsme. Tout à coup, elles sont à la hauteur de leur personnage. Et ça, je trouve ça profondément anti-féministe quelque part. Un autre point qui pour moi fait que cette série finalement échoue à être totalement féministe, c'est que on a quelques personnages féminins qui font figure d'exception, qui sont de véritables héroïnes, quelle que soit leur modalité justement d'accès au pouvoir, mais ce sont des figures d'exception. À Winterfell, quand on se prépare pour la bataille contre les morts, les femmes et les enfants sont relégués dans la crypte, ce qui déjà est un move complètement con, mais bref, passons. Surtout pour moi, ça en dit long sur l'impossibilité pour les scénaristes de Game of Thrones de concevoir les femmes comme étant un groupe social et politique capable de faire partie de la révolution. Je n'y crois pas une seule seconde que toutes les femmes de Winterfell acceptent sans broncher d'aller dans les cryptes et ne sont pas finalement moteurs également de cette bataille contre les morts, parce que pour combattre les morts, il ne faut pas que de la puissance physique, il faut également une stratégie militaire, il faut tendre des pièges, etc. Elles n'attendent que passivement d'être sauvées, littéralement avec leurs enfants. Mais les femmes, quelles que soient les guerres, quelles que soient les révolutions, n'ont jamais été passives en tant que corps social. La série, oui, émancipe quelques femmes qui deviennent héroïques parce qu'elles sont élémentaires à l'intrigue de la série, ce qui est quand même triste et une vision super utilitariste de l'émancipation de ces femmes-là. Mais la grosse limite de ces scénaristes, c'est leur incapacité à envisager des rôles de pouvoir pour les femmes en tant que groupe, pour les femmes personnages secondaires. Il faut seulement quelques femmes exceptionnelles, des héroïnes individuelles, quoi. Alors que d'ailleurs, dans cette fameuse bataille contre les morts, on voit à plein de reprises les armées d'hommes, les guerriers, les combattants, on les voit crier, on les voit se taper contre le torse, essayer de se procurer une forme de courage ou au contraire de lâcheté pour ceux qui fuient dans l'autre sens et qui se barrent, quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cette identité masculine de groupe face à l'adversité qui est racontée dans la série. Rien n'est dit au sujet du groupe des femmes, donc je n'arrive pas du tout à dépasser cette grosse limite de la série, qui pour moi est assez révélatrice d'un féminisme finalement assez superficiel, quoi, de la série. C'est vraiment dommage. Donc là on fait un truc violet. Bref, tout ça pour dire que Game of Thrones a beaucoup occupé mes pensées ces derniers temps. Et ça m'a donc reconnecté à cet état de l'enfance où j'ai été une fan absolue de Harry Potter, puis de Hunger Games, mais surtout de Harry Potter. Et donc à cette propension qui est en moi, mais peut-être aussi en vous, d'être fan, notamment des univers fantastiques. Et ce côté fantastique, c'est aussi ce qui fait qu'on devient fan, parce que c'est un puits sans fond. Il y a des créatures dont il faut apprendre le nom, les spécificités, des potions, je dirais des objets particuliers, même des langages, que ce soit le fourche-langue d'Harry Potter ou le valyrien dans Game of Thrones. Enfin, il y a vraiment, on peut rentrer dans ce truc et vouloir en apprendre et en tirer finalement tous les fils, tous les retors, ce qui fait que c'est assez passionnant de s'y plonger. Et pourtant, être fan, ça a quand même pas forcément bonne presse, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qui est toujours aujourd'hui assez constamment dévalué. D'ailleurs, si vous vous posez la question de ce que c'est que d'être fan, mais plutôt dans un registre musical, je vous conseille de suivre le podcast de Kay et de Juliette Soudarin, où elles vont interviewer des fans plutôt d'artistes musicaux en essayant justement de réhabiliter la figure du fan. Qui est teinté, enfin ce jugement est teinté évidemment d'une très grande misogynie, parce que les supporters de foot, on les voit pas forcément d'un mauvais œil, alors que les meufs hyper fans de Harry Styles ou autres sont tout de suite décriées comme étant des ados
complètement ridicule. J'ai lu plein d'études et au contraire, être fan, ça ne rend pas fou, mais ça normalise le comportement des gens. Et ça, c'est très intéressant. Il a été prouvé qu'il y a une forme de dividende psychologique au fait d'être fan, que les fans de Star Wars, d'Harry Potter, de Star Trek, etc. sont plus épanouis et plus heureux et ont plus d'estime de soi que les gens normaux, ce que je trouve complètement dingue, parce que ça leur permet de répondre à un besoin social primaire qui est l'appartenance à un groupe, même si ils ne se rencontrent pas physiquement, même si ça reste des communautés souvent digitales. On va créer voilà des forums, des Reddit, on va se parler sur Twitter, etc. Et ben c'est pas grave, ça existe, les bienfaits de la communauté sont quand même réels et bien tangibles, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que l'objet du fan, que ce soit l'idole ou du coup la série ou les personnages, vont pousser les fans à finalement être mieux ou se transformer ou se construire différemment. Ils vont remplir le rôle de rôle modèle, justement, de modèle absolu, une forme d'idéal à atteindre, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant, et c'est d'autant plus le cas quand il s'agit de personnages de fiction, parce qu'on peut les faire complètement nôtres. Ils nous appartiennent quelque part. On les met sur un piédestal, on a un rapport très intime à ces personnages fictionnels, ils ne peuvent pas nous décevoir. Ils seront toujours à la hauteur de nos attentes. Et ça, c'est un pouvoir énorme parce que ça nous permet d'avoir des idéaux. C'est aussi un grand pouvoir parce que ça permet d'expérimenter la vie avec une forme d'intensité dans un paysage culturel, en tout cas de pop culture, très gris, très monotone. L'offre est quand même hyper similaire quand on regarde des séries sur Netflix, etc. Tout est nivelé quelque part, tout se vaut. Et être fan de quelque chose, ça va injecter une forme d'intensité dans notre rapport à un objet culturel. Puisque j'ai quand même un collant vert, je vais essayer de mettre un petit peu de vert dans ce make-up. On a toujours une vision très négative de la fan culture, des fans, quels qu'ils soient, quelle qu'elle soit surtout. Et ça, c'est parce que ça a été beaucoup décrié par les sciences humaines et sociales. Edgar Morin, c'est le premier intellectuel français qui a reconnu l'intérêt sociologique de la culture de la célébrité en 1957. Il en a écrit un livre, alors que ça n'avait même pas 30 ans, donc c'est quand même bravo à lui pour ça. Le problème, c'est qu'il fustige ça tout de suite d'entrée de jeu comme étant vraiment le royaume des images, la massification de la culture, que le fait d'être fan, voilà, c'est seulement des fins mercantiles, ce qui est vrai quelque part parce que dans toute fan culture, y a des parcs d'attractions, des objets, enfin ça génère énormément d'argent. Edgar Morin, il a permis à ce qu'on s'intéresse d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la recherche, au sujet de la célébrité, des célébrités, de notre rapport aux objets de pop culture, mais à la fois il a circonscrit ça à une forme de simple émanation du capitalisme. Et Edgar Morin aussi, il a utilisé tout un vocabulaire religieux pour faire une forme de parallèle entre les fans et finalement les religieux. On parle toujours de culte de la célébrité, on parle le mot fan qui vient de fanatisme. Le résultat de ça, c'est de dévaloriser et ostraciser les fans, quoi. Pas mal ce petit truc vert là, c'est sympa. C'est aussi Bourdieu qui a beaucoup parlé des fans dans son gros bouquin de la distinction. Et Bourdieu a lui-même fait preuve de mépris de classe vis-à-vis des fans en disant que les fans faisaient surtout partie finalement des classes populaires, mais n'étaient pas présents chez les dominants. C'est lui-même qui parle de dominants, donc on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. C'est assez vague et flou comme notion finalement, cette notion des dominants. Et en fait, Bourdieu est vraiment très très sévère quant à cette notion, parce qu'il dit que le fan révèle deux caractéristiques. La première, c'est l'aliénation. Il est complètement aliéné, il est fan par passivité. Ce n'est même pas un rapport actif à l'objet de son fanatisme, c'est complètement passif.
Et la deuxième caractéristique, c'est vraiment un rapport d'accumulation à la culture. Il faut accumuler, il faut soit en savoir le plus possible, soit posséder le plus d'objets possible en lien à l'objet de son fanatisme, et ce sens aigu de la collection, une forme d'avidité, ça s'oppose clairement au rapport totalement détaché à la culture des bourgeois en fait, de la classe bourgeoise, de la bourgeoisie. Et c'est donc ce qui fait que le fan va toujours se trahir et trahir sa condition sociale avec cette espèce d'empressement et d'avidité, là où au contraire les grands bourgeois et les bourgeois sont détachés vis-à-vis de l'objet culturel, ils ont une forme de désintéressement vis-à-vis de l'objet culturel. Et ça, je trouve que ça en dit quand même hyper long. Ouais, sur ce mépris de classe en fait qu'il y a toujours à l'œuvre quand on parle du fait qu'on est fan de quelque chose, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui on a un rapport aux célébrités tellement étrange. En fait, je trouve que à la fois on est dans une société où on a vu les ravages que faisaient les paparazzis, post Lady Di, post Amy Winehouse, etc. Et à la fois on est toujours dans quelque chose de très intrusif de notre rapport aux célébrités, et les réseaux sociaux n'ont pas aidé pour ça. On demande toujours aux stars d'argumenter, de prendre parti, de prendre la parole, d'expliquer leurs choix, d'expliquer leur position, etc. Et en réalité, on voit que le traitement médiatique est toujours aussi dur avec les stars. Quand on voit, par exemple, Lola Young, pour moi, cette chanteuse qui a été vraiment, traînée dans la boue sur TikTok parce qu'elle faisait des malaises sur scène, les gens disaient qu'elle faisait semblant, qu'elle avait un rythme de vie terrible, qu'elle était grosse, que machin, vraiment elle s'est fait dézinguer. Et à la fois quand on a une Ariana Grande qui fait la promo de Wicked 2, qui doit peser 35 kilos toute mouillée, et qui est dans une espèce de roleplay de féminité fébrile, de fille fragile, et qui du coup pour moi joue à 100% le jeu du patriarcat, tout le monde va prendre sa défense, et nous n'avons plus le droit de critiquer ce qu'Ariana Grande incarne. Il y a cette espèce de double standard en fait. D'un côté, on n'a pas le droit de critiquer le corps des femmes, sororité, girl power, laisser Ariana Grande tranquille, et de l'autre, Lola Young. Je sais pas, pour moi il y a un truc qui cloche vraiment et qui est hyper révélateur de notre rapport aux célébrités. Notre rapport aux célébrités femmes qu'on estime être jolies, qu'on estime qu'il faut protéger, qui sont fragiles, qui sont mignonnes, qui ne nous veulent que du bien, qui sont inoffensives, telles Ariana Grande, versus les femmes qui prennent de la place, les femmes qui ont une voix rauque, qui s'habillent d'une certaine manière, qui claiment un lifestyle messy, fumer des clopes, prendre de la drogue, etc., etc. Celles-ci, on n'a pas besoin de les protéger, à l'inverse. Je sais pas, moi ça me choque énormément. Et ça me met la puce à l'oreille sur le fait que le féminisme qui serait celui des défenseurs et défenseuses d'Ariana Grande n'est pas réellement un féminisme. Je ne dis pas que ce sont les mêmes personnes qui vont jeter Lola Young sous le bus. Je dis simplement que ces deux cas de figure assez emblématiques de notre époque révèlent un rapport complètement ambivalent aux célébrités. Concernant le cas Ariana Grande, c'est pour moi exactement la même question des meufs qui avaient des blogs pro-Anna à l'époque, il y a 10 ans quand j'étais ado, qui tenaient des Tumblr où elles disaient elles prodiguaient tous leurs conseils pour peser 40 kilos, sauf peut-être que ces meufs étaient plus proches de l'adolescence que de l'âge adulte, alors qu'Ariana Grande est clairement une adulte. Mais c'est toute cette question-là. C'est aussi Constance Villanova, la journaliste, qui en parle dans un article. De toute façon, comme d'hab, toutes les refs sont dans la description. Certes, ces femmes sont le produit d'une société et d'une histoire patriarcale et en souffrent, parce qu'on peut pas estimer qu'Ariana Grande, vu son état physique, aille très bien. Mais elles sont aussi responsables de leurs actions. Et alors ne venez pas me dire qu'Ariana Grande, elle a pas de compte pro-Anna, elle est pas là en train, dans ses interviews, de révéler ses secrets minceurs. Évidemment que non, elle le fait pas. Elle sait très bien que ça serait du suicide médiatique de faire ça. Mais pour moi,
embrasser avec grand plaisir ce rôle de la fille fragile, cette espèce de roleplay de féminité, de faiblesse, de petites choses, de petites créatures qu'il faudrait protéger, qui bat des cils telle une biche prise dans les phares d'une voiture, quoi. Je trouve qu'elle joue le jeu du patriarcat. Et il faut pas déresponsabiliser les femmes. Ça n'est pas féministe de déresponsabiliser les femmes. Les femmes doivent répondre de leurs actions, surtout si elles impactent des femmes encore plus jeunes qu'elles. Pour moi, c'est toutes les limites d'un féminisme de sororité, d'un féminisme néolibéral, si on ne couple pas ce féminisme d'intersectionnalité en fait. Ces femmes riches profitent d'un système, ces femmes riches s'enrichissent, ont une influence démesurée sur nous, sur vous. Pour moi, c'est aller dans le sens des gens qui disent que Margaret Thatcher est une icône féministe, quoi. De toutes ces femmes bourgeoises ou ultra riches qui font des business models sur l'insécurité et la précarité d'autres femmes. Y a rien d'enviable à ça. Elles font pas partie de notre team. Voilà, enfin tout ça pour dire que j'ai l'impression que le féminisme néolibéral ambiant, ce qui est fou avec ce truc, c'est que ça annihile complètement toute perspective critique en fait. Alors que c'est notamment la perspective critique qui consolide la culture des fans en fait. La fan culture, c'est une culture participative, ne serait-ce que par tous les prolongements artistiques des œuvres, hein. Je parle évidemment des fanfictions, de tous ces phénomènes de réappropriation des œuvres, etc., de toutes les vidéos critiques qu'on peut avoir sur des séries, sur des vidéos, les théories, les fins alternatives concernant Goth. D'ailleurs, je trouve que la réponse des fans de Goth à la fin de la série est un énorme fuck à Bourdieu et à tous ceux qui estiment que les fans sont complètement passifs, sont dans une réception passive de l'objet de culture, puisque justement, au contraire, ils ont vachement décrié la fin de Game of Thrones et en plus, ils ont réinventé des fins alternatives, etc., etc., ce que je trouve hyper intéressant. Or, quand on commence à appliquer une espèce de critique féministe néolibérale à tout ça, on court-circuite toute possibilité de critique. On n'a plus le droit de critiquer, on n'a plus le droit... Oh, non, il faut protéger ces femmes, tenir la main à ces femmes. Ariana Grande est également prise au piège d'un système. Alors ça, bien sûr, mais il existe une position où c'est possible de dire que elle incarne quelque chose et elle joue de stéréotypes qui sont extrêmement nocifs et patriarcaux, tout en étant elle-même la victime de ce système. Enfin, putain, c'est le b.a.-ba. On peut penser ces deux choses-là, hein. Ça n'est pas complètement ambivalent. Au contraire, c'est l'un produit l'autre. Enfin, c'est les deux marchent ensemble, quoi. Ouais, on a un rapport trop bizarre aux célébrités. Je pense que c'est aussi le fait des influenceurs. Moi, une fois, j'ai fait un tweet sur Maya Adorable parce qu'elle venait de s'acheter un appartement à genre 20 ans. Je me suis fait attraper mon col comme jamais sur Twitter. Et je pense que cette animosité et cette propension à protéger les célébrités, c'est pour moi lié vachement au fait qu'on n'a plus du tout de conscience de classe. Nous n'avons plus conscience de la classe sociale à laquelle on appartient. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette idée finalement que les stars, les influenceurs, notre rapport à eux, il faut pas trop l'entacher parce que c'est une promesse démocratique finalement. Les gens peuvent peut-être se dire que un jour on pourra être comme eux et que tout ça est très démocratique. On ne deviendra jamais riche comme eux en fait. Désolée, c'est le wake-up call. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce chit-chat make-up, ce méta make-up qui, ma foi, est quand même un peu parti dans tous les sens, donc je m'en excuse. C'est la fin de l'année. Soyez clément avec mon état et ma capacité à être claire. Du coup, n'hésitez vraiment pas en commentaire, déjà à commenter la vidéo parce que ça change l'algorithme de commenter, de la partager et notamment de me dire si une vidéo sur Goth ça vous ferait plaisir ou pas. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.